Tu ferais mieux de commencer à gagner ton pain. C'est la première chose que mon beau-père m'a hurlé alors que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, tout juste sorti d'une opération d'urgence. Mon corps était encore engourdi, mes jambes bougeaient à peine. Je lui ai dit que je ne pouvais pas encore travailler. Ordre du médecin. 2 semaines. Puis sa main s'est abattue. Le monde a basculé. Le carrelage froid a embrassé ma joue. Le sang a inondé ma bouche. Mes mains tremblaient alors qu'il grognait « Arrête de faire semblant d'être faible ». Quand la police s'est précipitée dans la chambre, tout le monde l'a regardé avec horreur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas la pire chose qu'il avait faite. La vraie trahison avait commencé bien avant cette gifle. Je m'appelle Emma. J'ai presque 30 ans. Et avant que ce lit d'hôpital ne devienne le centre de mon monde, je travaillais dans la vente le jour et je prenais des projets créatifs en freelance la nuit. Ce n'était pas glamour, mais ça payait une partie des factures. Plus important encore, ça gardait la lumière allumée dans la maison que mon père nous avait laissée. Mon vrai père est mort après une longue maladie. Le genre qui vide les économies silencieusement, facture après facture, jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour discuter les chiffres. Après les funérailles, la maison semblait vide. Sa veste était toujours accrochée près de la porte. Sa tasse de café restait intacte dans l'évier. Ma mère essayait de rester forte, mais je voyais comment le poids courbait ses épaules un peu plus chaque mois. C'est à ce moment-là que mon beau-père est entré dans nos vies. Il est arrivé poli, serviable, confiant, le genre d'homme qui parlait en solution plutôt qu'en compassion. Il a dit qu'il pouvait aider à organiser les paiements. Il a dit qu'il s'occuperait des choses pour que ma mère puisse enfin se reposer. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Je me souviens m'être tenu dans le salon après la cérémonie, le regardant porter des cartons dans la maison comme s'il y avait toujours eu sa place. Au début, rien ne semblait clocher. Puis, de petites choses ont commencé à changer. Les factures ont cessé d'arriver sur la table de la cuisine. Les paiements étaient gérés. Ma mère a arrêté de vérifier les comptes parce qu'elle n'en avait plus besoin. Quand je posais des questions, on me disait de ne pas m'inquiéter. Quand j'insistais, on me rappelait à quel point nous étions chanceuses d'avoir quelqu'un prêt à prendre les choses en main. Maman a commencé à être fatiguée, puis oublieuse. Elle perdait le fil de sa pensée au milieu d'une phrase, fixait la cuisinière comme si elle ne se rappelait plus pourquoi elle était allumée. Mon beau-père mettait ça sur le compte du stress. Il lui donnait des vitamines tous les matins, alignées soigneusement sur le comptoir, et la regardait jusqu'à ce qu'elle les avale. Je continuais à travailler. Je payais un loyer pour rester dans ma chambre d'enfant. Je me disais que c'était ça l'âge adulte, les compromis, la famille. Puis mon appendice s'est rompu. La douleur est arrivée vite et violemment, me pliant en deux sur le sol de la salle de bain. L'opération a suivi. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que mon corps avait été réorganisé sans mon consentement. Le médecin m'a dit qu'il me fallait du temps. 2 semaines, pas de port de charge, pas de travail. C'est ce que j'ai dit à mon beau-père depuis mon lit d'hôpital. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste expliqué. Je ne peux pas encore travailler. Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où tout a basculé. Le moment où j'ai cessé d'être de la famille pour lui et suis devenu un problème. Et une fois que je suis devenu un problème, il a cessé de faire semblant. La chambre d'hôpital était trop lumineuse pour une heure si matinale. Mur blanc, drap blanc, un bourdonnement électronique constant qui rendait le temps épais et lent. Je me souviens avoir fixé les dalles du plafond, comptant les fissures pour me distraire de la douleur qui tirait sur mon flanc à chaque respiration. C'est là qu'il est entré. Pas de salutation, pas d'inquiétude, juste le bruit sec de la porte qui se refermait derrière lui et son reflet dans l'armoire métallique en face de mon lit. Sa mâchoire était serrée, ses épaules carrées, le genre de posture que les gens adoptent quand ils ont déjà décidé qu'ils avaient raison. Il a commencé à parler d'argent avant même d'atteindre le lit. Facture, paiement, comment les choses s'accumulaient, comment je devais faire ma part. J'ai essayé de garder ma voix stable quand j'ai répondu. Je lui ai dit que le médecin avait dit que je ne pouvais pas encore travailler. 2 semaines, peut-être moins si la guérison se passait bien. Il a ri, pas fort, juste assez pour piquer. C'est là qu'il l'a dit. Cette phrase qui résonne encore dans ma tête parfois quand la maison est trop calme. Tu ferais mieux de commencer à gagner ton pain. Je me souviens avoir cligné des yeux, convaincu d'avoir mal entendu.
J'étais branchée à des moniteurs. Ma perfusion goûtait régulièrement à côté de moi. Je ne m'étais même pas encore levée toute seule. Je me suis répétée. Plus doucement cette fois. Je lui ai dit que je ne pouvais physiquement pas. Son visage a changé. Ce n'était pas une colère explosive. C'était plus froid que ça. Contrôlé. Comme si quelque chose en lui s'était finalement mis en place. Il s'est penché plus près, a baissé la voix et a dit que je faisais semblant. A dit que j'étais dramatique. A dit que j'étais faible. Puis sa main a frappé mon visage. Je ne l'ai pas vu venir. Une seconde, j'étais allongée contre l'oreiller. La suivante, je glissais sur le côté, emmêlée dans les draps, m'écrasant sur le sol. L'impact m'a coupé le souffle. Le carrelage froid pressait contre ma joue. J'ai senti un goût métallique et j'ai réalisé que ma lèvre saignait. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de me redresser, pas par peur, par choc. Il se tenait au-dessus de moi et a aboyé. « Arrête de faire semblant d'être faible. » C'est alors que la pièce s'est remplie de bruit. Pas, voix, quelqu'un criant pour la sécurité, infirmière se précipitant, yeux écarquillés, mains se tendant déjà vers moi. Je me souviens de l'une d'elles s'agenouillant, me disant de ne pas bouger, sa voix serrée par la colère qu'elle essayait de cacher. Et puis la police est arrivée. Ils ont jeté un coup d'œil sur moi au sol, sur le sang sur ma blouse d'hôpital, sur le pied à perfusion renversé à côté du lit. Et tout a changé. Mon beau-père a commencé à parler vite, expliquant, souriant de cette façon fine et glissante qu'il utilisait quand les choses n'allaient pas dans son sens. Je restais là à écouter, fixant les néons, et j'ai senti quelque chose en moi durcir. Cette gifle n'était pas une perte de contrôle. C'était une déclaration. Et pour la première fois, j'ai compris exactement qui il était. J'ai été libérée un jour plus tard que prévu. Pas parce que ma cicatrice était rouverte, mais parce que tout le monde bougeait soudainement plus lentement autour de moi, comme s'ils avaient peur que je me brise s'ils respiraient trop fort. Une infirmière a glissé une carte pliée dans mes papiers pendant que mon beau-père se disputait avec l'accueil pour la validation du parking. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste croisé mon regard et a fait un signe de tête imperceptible. Je n'ai pas regardé la carte avant ce soir-là. La maison semblait différente à notre retour. Plus silencieuse, plus petite. Ma mère tournait autour de moi comme si elle avait peur de me toucher, ses mains toujours à moitié levées puis retombant. Elle oubliait où elle mettait ses lunettes, oubliait quel jour on était. Elle s'excusait pour tout, pour le bruit, pour la lumière, pour exister. Lui agissait comme si rien ne s'était passé. Il cuisinait le dîner. Il plaisantait. Il racontait une histoire sur les bouchons et riait à sa propre chute. Quand ma mère mettait trop de temps à répondre à une question, il finissait ses phrases pour elle. Quand elle grimaçait, il lui tendait les mêmes vitamines qu'il lui donnait toujours, alignés sur le comptoir comme de petits soldats. J'observais. Les antidouleurs brouillaient les contours des journées, mais ils aiguisaient autre chose. Les schémas, le timing, la façon dont la confusion de ma mère augmentait après certains repas, la façon dont la paperasse disparaissait dès que je posais des questions, des paiements que je savais avoir faits qui n'existaient plus comme par magie. La carte que l'infirmière m'avait donnée comportait un site web. J'ai attendu que tout le monde dorme. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Contrôle financier, manipulation médicale, isolement. Les mots semblaient inconfortablement familiers, comme lire une liste que quelqu'un avait faite juste pour nous. Quelques jours plus tard, notre voisine a frappé à la porte avec de la soupe. Elle s'est tenue dans la cuisine et a regardé ma mère passer en traînant les pieds, puis s'est penchée et a chuchoté que quelque chose n'allait pas. Sa fille travaillait dans la santé. Elle avait remarqué les flacons, les dosages, la façon dont ma mère avait changé. Cette nuit-là, je suis allée dans la pièce qu'il gardait fermée à clé. La serrure était bon marché. La pièce ne l'était pas. Des dossiers empilés soigneusement, des papiers étiquetés avec des mots comme assurance et bénéfices. Je n'ai pas tout lu. Je n'en avais pas besoin. Une page a suffi, puis une autre, puis une autre. Des polices d'assurance au nom de ma mère. De gros chiffres, des dates qui s'alignaient trop parfaitement avec son déclin. Ma main tremblait, mais mon esprit était soudain très clair. Ce n'était pas le chaos. C'était de la planification. J'ai tout remis exactement où c'était. Je suis allée au lit et j'ai fixé le plafond jusqu'au matin. La peur pesait lourd sur ma poitrine, mais en dessous, il y avait autre chose. De la concentration. J'ai arrêté de le confronter.
J'ai arrêté de poser des questions. Je l'ai laissé croire que j'étais toujours brisée. Et pendant qu'il se détendait, convaincu d'avoir gagné, j'ai commencé tranquillement à préparer la fin de tout ça. Une fois que vous voyez un schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je repassais tout dans ma tête comme une vidéo de surveillance en boucle. Le timing des mauvais jours de ma mère. La façon dont ses mains tremblaient plus après le petit déjeuner qu'après le dîner. La façon dont il rôdait quand elle prenait ses vitamines, regardant jusqu'à ce qu'elle avale comme si cela comptait plus que tout le reste dans la pièce. J'ai arrêté de penser à cela comme à ma vie et j'ai commencé à y penser comme à une enquête. La distance m'a donné de la clarté. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter de réagir. Je ne discutais pas quand il coupait la parole à ma mère. Je ne tressaillais pas quand il aboyait. J'hochais la tête. Je restais silencieuse. Je bougeais lentement comme si j'étais encore fragile. Il aimait cette version de moi. Il prenait le silence pour de la soumission. Dans son dos, j'ai commencé à relier les points. Je cherchais des noms tard dans la nuit, de vieilles adresses, des registres publics. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la première femme, puis une autre, puis une autre. Différentes régions, même schéma, relations rapides, finances partagées, maladie soudaine, séparation laide. J'ai envoyé un message prudent. Pas d'accusation, juste une question. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Toi aussi? C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'imaginais rien de tout ça. Nous avons parlé pendant des heures. Puis elle m'a ajouté à un petit groupe. Des femmes qui avaient toutes vécu une version de ma vie. Elles ne parlaient pas avec drame ou colère, juste des faits, des dates, des documents, des comportements si similaires que ça me retournait l'estomac. L'une d'elles travaillait dans l'assistance juridique. Une autre gardait tout. Chaque paiement, chaque email. Elles ne m'ont pas dit quoi faire. Elles m'ont juste dit que je n'étais pas seule. La pièce suivante est venue de plus près de la maison. La fille de notre voisine est passée un après-midi sous prétexte de prendre des nouvelles de ma mère. Elle a regardé tranquillement mon beau-père verser un smoothie et y mélanger de la poudre provenant d'un contenant non marqué. Plus tard, quand nous étions seuls, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien diagnostiquer sans test, mais qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Les combinaisons, les quantités, les symptômes. Ça explique beaucoup de choses, a-t-elle dit doucement. C'était assez. J'ai commencé à documenter les conversations, les horaires, la façon dont il préparait les repas, la façon dont il insistait pour gérer tout ce qui touchait aux finances. Je n'ai plus touché à ses affaires. Je n'en avais pas besoin. Il était négligent maintenant, confiant. Il parlait ouvertement au téléphone, supposant que personne n'écoutait. Puis il a fait son coup. Il est rentré un soir avec un dossier sous le bras, souriant comme un homme qui pensait avoir déjà gagné. Il a dit que c'était juste de la paperasse. A dit que l'avocat le recommandait puisque ma mère avait été confuse ces derniers temps. Procuration, temporaire, juste au cas où. La main de ma mère tremblait quand elle a tendu la main vers le stylo. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais j'ai gardé ma voix stable. J'ai posé une question simple. Ne devrions-nous pas avoir quelqu'un ici pour quelque chose d'aussi important? Juste pour être sûr que c'est bien fait. Il a hésité juste 1 seconde. Puis il a accepté. Il a dit que nous planifierions ça pour la semaine suivante. Cette semaine a été décisive. Les femmes avec qui j'étais en contact m'ont aidé à comprendre ce qui comptait, ce qui avait du poids, ce qui franchissait les limites. J'ai parlé à des professionnels discrètement, prudemment. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit la vérité et montré ce que j'avais. Ils ont écouté. Le plan s'est mis en place rapidement après ça. Il a annoncé qu'il rentrerait tard un soir pour son association de quartier, quelque chose qu'il ne manquait jamais. Il a quitté la maison détendu, plaisantant, comptant déjà l'argent futur qui n'était pas encore le sien. Il a embrassé ma mère sur le front avant de sortir. Je l'ai regardé partir et je n'ai ressenti que de la détermination. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Puis encore. La maison s'est remplie de gens. Des voix calmes, des insignes, des mains douces guidant ma mère dans un manteau. Une équipe médicale posant des questions auxquelles elle répondait enfin clairement. Des cartons apportés pour les documents. Des appareils collectés. Tout fait dans les règles de l'art. Pas de cris. Pas de chaos. À l'autre bout de la ville, au même moment, quelqu'un a tapé sur l'épaule de mon beau-père. Je n'étais pas là,
mais j'en ai entendu parler plus tard. Comment il a ri au début. Comment il a essayé d'expliquer. Comment sa confiance s'est vidée aussi vite qu'elle s'était remplie. Comment la salle est devenue silencieuse quand ils l'ont menotté. Comment les gens auprès de qui il se vantait quelques heures plus tôt ont reculé soudainement, incertains de l'avoir jamais connu. Quand il a été ramené à la maison, c'était déjà fini. Il a vu ma mère assise en sécurité sur le canapé, enveloppée dans une couverture, répondant aux questions avec une clarté que je n'avais pas vue depuis des mois. Il a vu des inconnus emporter des cartons de son bureau. Il m'a vu debout près de l'embrasure de la porte, calme, stable, sans plus aucune peur à cacher. Pour la première fois, il avait l'air petit. Il a essayé de me parler, d'expliquer, de négocier. Il a dit que j'avais tout mal compris. A dit qu'il essayait d'aider. A dit, les familles règlent ça en privé. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que la vérité n'avait pas besoin d'être protégée. Alors qu'il l'emmenait, il s'est tourné une dernière fois, les yeux vifs, avec quelque chose proche de la panique. L'homme qui m'avait un jour crié dessus dans un lit d'hôpital ne trouvait pas un seul mot qui comptait. Les conséquences se sont enchaînées rapidement. Les tests ont confirmé ce que nous soupçonnions. Les examens financiers ont découvert des choses que je ne savais même pas chercher. D'autres personnes se sont manifestées. Des histoires empilées sur des histoires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le déni. Chaque tentative qu'il faisait pour contrôler le récit s'effondrait sous le poids des faits. Ma mère est restée en soins pour observation. En quelques jours, son esprit s'est éclairci. La couleur est revenue sur son visage. Elle a pleuré quand elle a réalisé ce qui s'était passé, puis a pleuré plus fort quand elle a réalisé que c'était fini. La maison semblait différente sans lui. Pas plus bruyante, pas plus vide, juste plus légère. Les voisins passaient. Des amis que nous n'avions pas vus depuis des années appelaient. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées me remerciaient d'avoir parlé parce que cela les aidait à faire de même. L'homme qui revendiquait autrefois la propriété de nos vies a disparu dans un système construit pour gérer exactement les gens comme lui. Et debout dans le salon calme un soir, entouré de cartons de preuves et du bruit doux de la respiration régulière de ma mère dans la pièce d'à côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Pas parce qu'il était parti, mais parce que j'avais enfin compris mon pouvoir. Le changement chez ma mère ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il était indéniable. Quelques jours après avoir été loin de lui, le brouillard s'est levé. Elle dormait toute la nuit. Elle finissait ses phrases sans s'égarer. L'excuse constante dans sa voix s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus stable, quelque chose comme elle-même. Les professionnels ont expliqué ce qui s'était passé dans un langage prudent et mesuré. Ils ont parlé d'interaction, d'effets à long terme, de comment le contrôle peut user une personne sans laisser de marques évidentes. Ma mère écoutait, silencieuse et concentrée, puis a tendu la main vers la mienne comme elle le faisait quand j'étais enfant. Ce petit geste m'a donné l'impression de la retrouver. La maison est redevenue la nôtre. Les fenêtres ouvertes. Les tiroirs restaient là où nous les laissions. Les factures étaient étalées sur la table, plus cachées, plus mystérieuses. C'était accablant, mais c'était honnête. Le côté juridique a avancé sans drame. Les faits parlaient d'eux-mêmes. D'autres se sont avancés, leurs histoires faisant écho à la nôtre d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. La responsabilité a suivi, non pas bruyamment, non pas théâtralement, mais fermement. Je suis retournée travailler doucement. Des horaires différents, des priorités différentes. J'ai commencé à faire du bénévolat ensuite, à me former, à aider les gens à reconnaître les signes que nous avions manqués si longtemps. Pas parce que je n'avais peur de rien, mais parce que je sais ce que l'on ressent dans le silence. Un soir, ma mère a accroché une nouvelle photo dans le couloir. Juste nous deux. Pas d'explication, pas d'ombre. Pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait calme de la meilleure des manières. Je vous raconte ça parce que la trahison familiale ne semble pas toujours bruyante au début. Parfois, elle ressemble à de l'aide. Parfois, elle ressemble à du contrôle enveloppé dans de l'inquiétude. Et parfois, il suffit d'un moment de clarté pour tout changer. Si cette histoire vous a semblé familière, vous n'êtes pas seul. Et il n'est pas trop tard pour tracer une ligne. Si vous avez déjà dû vous protéger ou protéger quelqu'un que vous aimez des personnes les plus proches de vous, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne Les Liens du Passé pour ne pas manquer la prochaine histoire.